fois que le véhicule est déchargé, il faut le recharger à l'aide d'un chargeur approprié. Bon, on va être correct avec ça, moi, là. Ouvrez le hood, là. Comment ça se trouve, ça? Sylvain, qu'est-ce que tu es en train de faire? Salut Marc-André, comment ça va? Et toi, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de recharger mon auto. Ben, c'est pas de même, ça marche, la batterie n'est pas en avant, puis de toute façon, il faut que tu branches ça sur une borne. Là. Ah, sérieux? Non, je le savais, voyons. T'inquiète pour niaiser, là. C'est pour niaiser. Hey, comment ça va, Marc-André? Eh bien, toi, salut. Bienvenue dans mon garage. Comment tu trouves mon garage? Écoute, c'est un bon travail. Là. Je sais que tu en as fait pas mal de tes propres mains. Avec, félicitations, c'est très beau, très joli. Hey, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Marc-André Gauthier. Il travaille au Guide de l'auto. En fait, c'est notre jeune recrue, le bébé, comme on dit. Petite histoire, on s'est rencontrés il y a 2 ans. 2 ans bientôt, au lancement du Nissan Murano à Vancouver. Oui. Je me souviens, lorsque je t'avais vu la première fois, je m'étais dit, tiens, un autre nowhere qui veut percer dans le milieu. Mais finalement, tu as su percer et faire. Faut dire que j'avais conduit le lendemain avec Sylvain, fait que je me suis plugué avec les bonnes personnes pour percer, comme on dit. Mais oui, et surtout qu'il t'est arrivé un malheur de jour-même. Hein? Oui, donc en tout cas. Non, vas-y. Ben, je venais de perdre mon emploi où je travaillais la veille, fait que c'était un voyage un peu particulier. Mais je me suis replacé, comme on dit, heureusement. Bon, tant mieux. Toi, Marc-André, qui a à peine 15 ans, j'imagine que quand toi, des moteurs V8, 4 barils, puis faire son changement d'huile, puis lancer l'huile dans la rue pour l'utiliser comme abat poussière, tu n'as jamais connu ça? Pas vraiment. Puis quand on constate que ma génération n'a plus vraiment de permis de conduire, hein, tout ce qui les intéresse, c'est l'autobus, puis vivre sur le plateau Mont-Royal. Effectivement, je n'ai pas vraiment connu ça, comme tu dis, mais non, sinon, moi, j'ai grandi avec des V6 un peu plus. Oui, et des 4 cylindres surtout. Oui, surtout. Marc-André, aujourd'hui, c'est un spécial électrique. Oui. Et les amis, si vous pensez que la religion et la politique créent des débats houleux, c'est rien comparé à l'automobile électrique. D'ailleurs, sur le guide de l'auto, il n'est pas rare, lorsqu'on parle un petit peu en mal des voitures électriques, qu'on reçoit une volée de plomb de la part de certains. Et même à titre personnel, si on a le malheur de se prononcer d'un côté comme de l'autre, je ne sais pas pourquoi, on reçoit beaucoup de messages de bêtises, plus que sur n'importe quelle autre voiture, même les pick-up, les muscle cars, les voitures électriques, c'est un sujet qui fait débat. C'est un sujet polarisant. Effectivement, mais il y a eu des débats. C'est la même chose avec les camionnettes. Oui. Pour ma part, tant mieux, tant qu'on est capable d'en débattre et d'en parler dans le respect. Mais tout de même, j'aimerais ça que tu fasses attention à ce que tu vas dire aujourd'hui. Parce que moi, je n'ai pas le budget pour te payer un programme de protection des témoins et te faire changer d'identité. Donc, reste assez posé aujourd'hui. Je vais rester poli. Alors, toi qui es né probablement en même temps que la Chevrolet Volt, aujourd'hui, c'est justement notre spécial électrique. Et il y a peut-être des gens qui comprennent un petit peu pas toutes les différences. Donc, on va démystifier un petit peu certains niveaux. Donc, à la base, il y a le véhicule à essence traditionnel comme on le connaît depuis des années. Moteur à combustion, on met de l'essence, ça boucane en arrière. On a également aussi les hybrides branchables. En fait, on a les hybrides tout court. Oui, mais ça, les hybrides, c'est assez simple. Hein? On a une auto à essence, on met un moteur à électrique à côté et ce moteur-là va aider le moteur à essence dans certaines situations pour augmenter son efficacité. Donc, autrement dit, on a une auto à essence qui consomme seulement moins en bout de ligne. Et les hybrides branchables? Bien, ça, c'est une nouvelle mode, en fait. On rajoute des petites batteries capables de nous donner 40-50 km d'autonomie quand elles sont pleines. Et quand on n'a plus d'autonomie, on devient une auto-essence. Pratique pour les gens qui vont faire beaucoup de villes dans le trafic puis qui vivent en campagne, par exemple. Et on a les autos 100% électriques comme ça. Et pour moi, chaque véhicule a ses avantages, mais c'est l'idéal parce qu'on n'a pas de moteur à combustion, donc beaucoup moins d'entretien, pas d'échappement. C'est un véhicule qui est beaucoup plus simple, en fait, en termes de composantes mécaniques. Et surtout, on a une autonomie incroyable face aux pétrolières. En fait, les pétrolières, on ne s'en soucie plus. Petit ballon, notre petit galon, là. Oui, c'est ça qu'on fait, en fait. Les pétrolières, là, on le sait, ils jouent avec le prix. Bien, avec une voiture comme ça, le prix, bien, ils peuvent le montrer, on s'en calisse. Non, viens-tu te sacrer à la télévision? Oui, mais le gars du son, quand je fais ça, il met des bip-bip. J'espère qu'il a été alerte. Ah non, il n'y a pas de bip-bip. Ah, ben, il n'y a pas de bip-bip. Pas aujourd'hui. Mais j'ai le droit une fois. Oui, une fois par émission. Une fois par émission, c'est un sac. Mais ce que je disais, c'est que c'est fini. On ne joue plus au yo-yo avec les pétrolières. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec le prix de l'essence. On s'en tabarnouche. Quand on a d'auto de même, avec un auto comme ça. Et honnêtement, chaque fois que je fais l'essai d'un véhicule électrique, j'ai donc du plaisir à passer devant
les stations-service et leur faire un lot. On n'est plus dépendant des pétrolières, par contre, on devient dépendant d'Hydro-Québec. Et on devient dépendant d'une place de stationnement aussi parce que… Oui, bien c'est ça. Il faut avoir une borne de recharge pour pouvoir la recharger. Parlant de borne de recharge, mon cher ami, j'en ai installé une dans mon garage. Ah oui, wow! Et je vous ai préparé un petit topo, en fait, sur la façon dont j'ai magasiné, installé. J'ai fait des erreurs aussi. Donc, le topo va permettre à nos auditeurs de voir un petit peu ce qu'il y en est. Une des étapes importantes lorsque vous voulez vous procurer un véhicule électrique, c'est la borne de recharge. C'est toujours possible de s'en tirer avec le petit chargeur fourni avec le véhicule qui fonctionne sur du courant 120 volts, mais il faut compter un temps de recharge d'au-delà de 15 heures, donc ça devient rapidement invivable. Ça peut fonctionner avec un véhicule hybride branchable parce que l'autonomie est beaucoup moindre, mais dans le cas d'un véhicule 100% électrique, on n'a pas vraiment le choix d'opter pour une borne de niveau 2, une borne qui fonctionne avec du courant de 240 volts. On va couper le temps de recharge du 2/3. Donc, ça devient un outil très, très pratique. Donc, vous venez d'acheter un véhicule électrique, on se tourne vers la borne de recharge. C'est un peu comme avoir son poste d'essence à la maison. Vous avez deux choix. Vous pouvez travailler avec le concessionnaire qui va mandater un électricien et qui va vous vendre l'équipement nécessaire. Bien entendu, les concessionnaires, ce sont des gens d'affaires. Il faut vous entendre une facture un petit peu plus salée. L'étape que je vous recommande, et c'est ce qu'on a fait, c'est de magasiner vous-même la borne et de superviser toutes les étapes, incluant son installation. Alors, comment faire? C'est très, très simple. Il faut savoir tout d'abord qu'il est possible d'obtenir une subvention pour l'achat de votre borne, 350 $ à l'achat et jusqu'à 250 $ pour son installation. Par contre, il faut faire affaire avec un maître électricien, bien entendu. Ça sera le cas même si vous n'avez pas de subvention. Par contre, si vous voulez acquérir une borne pour vos amis ou pour une utilisation future, vous n'aurez pas le droit à la subvention parce que lors de la demande, il faut fournir le numéro de série d'un véhicule. Donc, c'est uniquement si vous avez fait l'achat de votre véhicule. Donc, il faut savoir, dans l'autre cas, il faudra débourser 100% des frais. Comment acheter sa borne de recharge? Vous pouvez magasiner sur Internet, on en vend à quelques endroits. Vous pourrez trouver les liens sur le texte que j'en ai fait, que je vais ajouter à ce live, en fait. Première chose, c'est de mandater un électricien pour faire évaluer votre installation électrique. On sait que la plupart des maisons modernes disposent de panneaux de 200 ampères, mais par contre, à l'époque, lorsqu'on a introduit cette norme-là, on ne disposait pas de spa, de piscine, de thermopompe et tous ces équipements-là, ce qui fait que vous pourriez bien vous ramasser avec un panneau qui est déjà complet. Donc, il faudra que l'électricien déplace des circuits ou à la rigueur installe un panneau secondaire, ce qui, bien entendu, va augmenter les frais. Si vous avez l'espace nécessaire, tant mieux, vous allez économiser des coûts. Ce qui restera à faire, c'est de localiser la borne, de passer un fil et d'y aller avec le raccordement de la borne. Maintenant, comment choisir sa borne? Bien, il faut y aller en fonction de votre véhicule. Il existe plusieurs types de bornes qui fournissent différentes puissances. C'est important d'avoir une borne qui correspond à la puissance qui est capable de générer le chargeur de votre véhicule. Donc, si j'effectue l'achat d'une borne dont la puissance en kilowatts est inférieure à ce que mon chargeur embarqué du véhicule est capable de fournir, on va allonger le temps parce que le chargeur du véhicule va travailler un petit peu moins fort. À l'opposé, si on a une borne qui est plus puissante, bien, c'est tout de même le chargeur embarqué du véhicule qui va établir la norme. Et donc, la borne va être plus puissante que ce que le véhicule va prendre. Ça va prendre le même temps de charge. Par contre, ce que je vous dis, c'est que n'hésitez pas à opter pour la borne la plus puissante. Pourquoi? Parce que vous avez le droit qu'à une seule subvention, donc aussi bien en profiter. Et les technologies des véhicules avancent tellement rapidement qu'il y a fort à parier que votre second véhicule ou votre autre véhicule électrique va être capable d'accepter un niveau de recharge plus puissant et donc correspondre à votre charge. De notre côté, on s'est tourné du côté de la firme Leviton. Le constructeur, lui, a trois types de bornes. Il a tout d'abord la Evergreen Mini, qui est son plus petit des formats, qui se connecte en fait dans une prise de type sécheuse et qui fonctionne avec un circuit de 30 ampères. Il est capable de déployer une puissance de 4,8 kWh. Donc, c'est inférieur à ce que beaucoup de chargeurs de véhicules sont capables de produire, mais c'est tout de même 5 fois plus rapide que de se brancher sur du 120 volts. Et si votre installation est assez complète, peut-être que vous n'aurez pas le choix de vous tourner vers ce type de borne. Leur plus populaire, c'est le modèle intermédiaire, donc la Evergreen 320, qui cette fois
produit une capacité de 7,7 kW. Donc, ça correspond à ce qu'on retrouve normalement sur le marché. Elle a un câble assez long. C'est un élément important à considérer. L'heure plus puissante, c'est celle-là ici, et c'est la Evergreen 400, circuit de 40 ampères. C'est une borne qui fournit 40 ampères et qui déploie une puissance de 9,6 kW. C'est en fait la borne la plus puissante qu'on peut retrouver actuellement sur le marché. Plus puissante que ce que la plupart des véhicules sont capables de prendre, mais si vous possédez une Tesla, bien, vous serez à mesure avec cette borne d'y aller au maximum de ce que le chargeur de votre Tesla est capable de prendre. Donc, c'est important de choisir une borne en fonction de votre véhicule, mais toujours mieux d'avoir une borne plus puissante, ça sera toujours plus pratique dans le futur. Par contre, ne faites pas l'erreur qu'on avait faite. Nous, on n'avait pas magasiné la borne avant et donc on croyait qu'un circuit de 30 ampères serait suffisant. Donc, notre fil qui ici s'est avéré pas assez puissant. On a dû recâbler un nouveau fil et ce fil-là utilise tout de même un circuit de 50 ampères dans votre panneau et donc c'est assez cossu comme installation. Il faut le prévoir bien entendu d'avance et ce sont des éléments qui vont augmenter les frais bien entendu. L'avantage de cette borne, c'est que le câble est assez long. Même si le véhicule est stationné d'un côté ou de l'autre, on est capable de faire le tour du véhicule pour aller le brancher. On a un réceptacle ici qui permet de servir de support pour la poignée. Et son autre avantage, c'est qu'on peut l'installer via une prise fixe. Et donc, c'est un peu comme une prise à sécheuse. On n'a qu'à l'intégrer. Et dans le cas d'une utilisation extérieure, le réceptacle ici va la protéger des intempéries. Donc, il est possible de la débrancher et de la retirer assez simplement. Pourquoi? Si jamais vous avez un chalet, vous êtes capable de transporter votre borne avec vous. Donc, ça devient un petit peu plus pratique que si on l'avait installé dans une installation fixe conventionnelle. Alors, voici pour les bornes de recharge. On a un texte complet avec plusieurs liens. On va l'insérer suite à cette chronique sur notre page Facebook. Ça vous donnera des conseils assez intéressants lors du magasinage de votre prochaine borne électrique. Voilà, Marc-André. Donc, c'est quand même la borne de recharge un élément assez important parce que, comme je l'ai expliqué en introduction, posséder une voiture électrique sans borne de recharge appropriée, c'est pas vivable. Non, puis je peux me permettre un commentaire. Ça m'est arrivé d'essayer des voitures électriques, puis pour des raisons ou une autre, j'ai pas de borne chez moi. Puis je peux te dire que c'est un enfer parce que sur du 110, on parle de vingtaine, de trentaine, de 40 heures des fois à recharger un véhicule. Une vingtaine d'heures, certains. Ça dépend des modèles. Si vous arrivez tard le soir, le lendemain, c'est pas pleine charge. On va répondre également à vos questions, alors gênez-vous pas. Sébastien Trudeau, il nous demande qu'est-ce qu'on pense de la Hyundai Ioniq présentée au Salon de l'Auto Montréal. En fait, elle était présente. Bien, la bonne nouvelle, c'est que je vais moi-même assister au lancement dans 2 semaines du véhicule. Pour ceux qui ne le savent pas, la Hyundai Ioniq, c'est un nouveau modèle de Hyundai qui va se décliner en version essence, en version hybride branchable et en version 100% électrique. Et je vous dirais que c'est la tendance vers quoi les constructeurs s'en vont. Volvo l'a annoncé. Volvo, d'ici 2025, chacun de leurs modèles va être disponible avec un moteur essence, une hybride branchable et un modèle 100% électrique parce que chacune de ces technologies-là peut-être ne convient pas à chacune des situations, mais en ayant le choix, vous pouvez aller vers l'option qui vous conviendra le mieux. C'est le même cas chez Mercedes. On a annoncé la même chose en ajoutant de leur côté l'hydrogène. Donc, c'est clair qu'on s'en va. Il n'y a pas une technologie. La voiture électrique ne remplacera pas toute l'automobile d'ici dans la prochaine décennie, en fait. Mais par contre, on va avoir un mix de différentes motorisations. Donc, vous allez vous magasiner un véhicule. Une fois que vous aurez choisi votre véhicule, vous allez pouvoir décider de la motorisation que vous voulez à bord de votre véhicule. C'est drôle parce que le président de Hyundai, quand il pose la question, c'est quoi son opinion sur les autos électriques, il dit « Moi, il n'y a pas une solution qui convient à tout le monde. Il va y avoir un cocktail de solutions. Même chose pour les voitures autonomes, le transport commun. Il dit qu'il ne croit pas à la solution unique. Il croit que ça va être un ensemble de choses. Puis l'industrie semble se diriger dans cette direction-là. Et le meilleur moment, en fait, pour avoir une voiture électrique, je dirais, c'est là. Il y a plusieurs gens qui postent des commentaires. En fait, actuellement, on a tous les avantages sans les inconvénients. Vous pouvez circuler sur les voies réservées avec un véhicule électrique. Vous avez des subventions à l'achat, borne de recharge. Et stationnement gratuit en ville. Et stationnement gratuit. Et en ne payant pas d'essence, vous ne payez aucune taxe pour l'infrastructure. Parce qu'il est fort à parier que si le gouvernement atteint ses objectifs demain matin, ils vont perdre des montants considérables en taxes de carburant. Donc, il va aller le rechercher à quelque part. Mais pour lancer le mouvement,
vous avez tous les avantages et c'est le temps de faire le saut. D'être le pionnier, ça vaut la peine dans ce cas-ci. Exactement, parce qu'éventuellement, c'est clair que le gouvernement devra aller chercher ces sommes. Si toutes les voitures sont électriques, ils n'auront plus de 35 cents par litre d'essence qu'ils prennent à Montréal, par exemple. Donc, exactement, pour le transport. Ils vont avoir un petit manque à gagner. Là. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre. Est-ce qu'ils vont augmenter le prix du permis de conduire? Mais c'est certain qu'ils nous attendent. Je parlais des bornes Leviton tantôt. Lorsque je parlais avec les gens de Leviton, eux autres, ils savent qu'est-ce qui s'en vient. Hein? Oui. On va avoir bientôt des compteurs intelligents qui vont monitorer notre consommation et on va être chargé au kilowattheure qu'on va prendre. C'est pour ça qu'il faudra programmer la recharge du véhicule. Alors, il y a des gens très wise qui pensent en arrière de ça, malheureusement, qui n'ont pas notre besoin. Monsieur Dufresne qui nous demande, est-ce qu'on pense que la Bolt va brasser un peu l'industrie automobile? La voiture de l'année, selon Mother Trend. Tout à fait. Si vous voulez lire l'essai de la Bolt, mon collègue Alain Morin vient de la conduire. L'essai est publié sur le site web. Et chapeau à GM parce que c'est les premiers à livrer un véhicule 100% électrique doté d'une autonomie plus qu'intéressante et qui est relativement abordable et accessible à la masse. Parce qu'une Tesla 200 000, on va se le dire, c'est pas abordable. Non, c'est pas abordable et même à 100 000 pour les modèles de base. Et effectivement, ça va forcer les autres à réagir parce que vous avez une Bolt qui va donner environ, c'est 380 km. Pardon, la Bolt? La Bolt. C'est 383 à une pleine charge, mais si on l'utilise à 80 là, on tombe plus près du 300, là, ce qui est recommandé. Mettons 300 km, qui va vouloir d'une Ford Focus électrique avec son 102 km d'autonomie ou d'une Leaf? Oui. Donc, la barre va être relevée avec ça. Bien, cette semaine, dans le garage, qu'est-ce qu'on a? On a la BMW i3. En fait, BMW se lance dans l'électrique via sa gamme i. Vous connaissez sans doute la i8 qui est la super voiture du constructeur. Bien, la i3, c'est le bébé. Ouais, si vous remarquez, il y a quelques éléments issus de la i3, mais c'est une voiture qui est très, très, très spectaculaire. Côté technique, ce qu'on a en fait, c'est un groupe électrique de 127 kW qui développe environ 170 chevaux, donc 18,8 kW la puissance qu'on a au niveau des batteries. Dans le cas de la i3, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de l'avoir avec un petit moteur qu'on appelle un Range Extender. Donc, BMW sont allés loger à l'arrière entre les roues. Un moteur de moto d'ailleurs, c'est assez particulier. Un moteur de 650 cc qui fait qu'une fois que l'autonomie du véhicule est dépassée, le moteur va pouvoir embarquer et fournir une autonomie supplémentaire. Côté autonomie, moi, actuellement, lorsque je recharge la voiture, hier, on m'annonçait 183 km, ce qui est quand même bien. On est proche du 200 que BMW dit, parce qu'eux, c'est 200. Comme la nouvelle Volkswagen e-Golf, eux aussi, c'est 200. Oui. On n'est pas très loin du 200. Et avec le petit moteur, le Range Extender, on a un 123 km supplémentaire. Donc, ça nous apporte en bout de ligne une autonomie qui est assez intéressante. Par contre, le petit Range Extender, en fait, ce n'est pas comme la Bolt. Comme la Volt, tu veux dire? Excusez-moi, oui, comme la Volt. Il n'est pas conseillé de traverser le Canada avec le véhicule et de mettre de l'essence. D'ailleurs, le réservoir ne fait que 9 litres. Non, c'est ça. Le but, c'est comme tu l'as dit, c'est pas de le remplir aux 9 litres d'essence prise. C'est vraiment d'utiliser pour se rendre à la prochaine borne de recharge parce que il n'est pas conçu, ce moteur-là, pour rouler autant que ça. C'est une dépanneuse, ce n'est pas un moteur à proprement parler. En fait, le moteur essence ne produit pas assez d'énergie par rapport à ce que le véhicule consomme en route. Donc, c'est pour ça qu'on appelle un prolongateur d'autonomie, un Range Extender en anglais. Donc, côté style, la BMW, j'ai tourné quelques images pour vous, pour l'avoir un petit peu plus près. C'est assez spectaculaire. Beaucoup de Q de la BMW i8. Vous allez voir les roues de 19 pouces, c'est assez étonnant. Hein? Les roues de 19 pouces ont de l'air très, très grosses, mais en fait, les roues sont très étroites. Et il y a un seul fabricant de pneus qui pourra vous fournir les pneus. À l'avant, comme on vient de le voir, c'est là qu'on voit l'affiliation avec BMW, avec la grille à barre. L'autre élément important, qui est intéressant, c'est un véhicule 4 places. Et vous voyez qu'à l'arrière, il n'y a pas de porte, il y a une demi-portière qui s'ouvre à l'envers pour donner accès aux passagers arrière. Ça demeure une micro-voiture. On n'a pas tellement d'espace aux jambes comme on le voit, ni également au volume de chargement. Mais regardez l'habitacle, comment c'est spectaculaire, comment les designers ont travaillé. Oui. On en a fait un véhicule qui est typé, qui est vraiment hors du commun. Regardez les boiseries, les tissus. On a utilisé, notamment sur le tableau de bord et dans les portes, beaucoup de matériaux recyclés pour alléger le véhicule. Oui. Et la structure du véhicule est faite en plastique, solidifié avec de la fibre de carbone. Donc, le véhicule, en fait, est beaucoup moins pesant que les 100 Il est très écologique aussi à fabriquer. Hein? Ces matériaux-là, le but, c'est de diminuer l'empreinte à la fabrication pour justement rester dans l'optique écologique.
Ça fait très. Non, c'est très avant-gardiste comme manière de faire. C'est bien que BMW ait tenté de faire ça plutôt que juste prendre un modèle qui existe et de le reconvertir en voiture électrique. Exactement. Donc, c'est un véhicule exactement. qui ont dédié 100% à la cause et le travail est vraiment bien fait. Sur la route, c'est un véhicule qui est très intéressant à conduire. On a du couple, le moteur électrique, le couple est disponible instantanément. Puis ta propulsion, hein? On peut lancer, oui. C'est rare, ça, dans ce segment-là. Le 3/4, c'est des tractions avant. Là, on a une propulsion. Oui, exactement. Il y a quelqu'un qui demande côté confort, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Tu te conduis plus que moi. Là, Très confortable. Assis à l'avant, on n'a pas l'impression d'être au volant d'une petite voiture. Je vous dirais que, bon, elle demeure un petit peu sensible au vent à cause de son gabarit, mais côté conduite, c'est une BMW. Ça se conduit, c'est dynamique, c'est agréable comme une BMW. Et il y a 3 modes de conduite. Donc, on peut avoir le mode normal, on peut avoir le mode EcoPro. Ce qui fait le mode EcoPro, c'est qu'il ralentit un petit peu vos ardeurs. Donc, lorsqu'on accélère, il va moduler l'accélération. Et on a le mode EcoPro. Donc, si vous êtes un petit peu plus masochiste, le mode EcoPro coupe le ventilateur, vous empêche de mettre les sièges chauffants. Et moi, ce que je déplore, c'est qu'il fait froid. Oui, c'est ça. Hein? Et non seulement il coupe le ventilateur, mais il continue à envoyer de l'air parce qu'on a besoin d'air dans le tac et c'est de l'air froid. Là. Alors, j'ai mis le mode EcoPro peut-être 30 secondes. C'est drôle parce que le mode EcoPro, en été, ce qu'il fait, c'est envoyer de l'air chaud. Il y a des gens qui ont des BMW 3, puis effectivement, je ne sais pas trop ce que ce mode-là est censé faire, là, mais tout ce qui est compresseur, puis refroidissement, ou peu importe, ça ne fonctionne plus. Mais la bonne nouvelle avec les 3, c'est qu'on a une autonomie assez intéressante pour sacrifier quelques kilomètres au nord. Et en cas de pépin, tu es pas mal pris. Tu arrives à une borne, tu es déjà prise par quelqu'un, ben, tu peux faire le 5 km qui va te permettre d'aller à une autre. Mettons que tu es en voyage ou peu importe. Tu es moins mal pris qu'avec une Leaf, par exemple, ou je sais pas moi, un Kia Soul électrique. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Exactement. Par contre, le gros désavantage, vous voyez la petite bête qu'on a ici, est-ce que vous êtes en mesure de deviner son prix? Disons que ça prend les rangs solides. J'ai la feuille ici. Alors, le modèle de base avec le Range Extender. Parce qu'il faut dire que le moteur est en option. Hein? Ça, il faut le dire, c'est un moteur optionnel. C'est 5 000 l'option pour avoir le prolongateur d'autonomie. 51 500 pour le modèle qu'on a ici. À cela, on ajoute le groupe de luxe, 2 750 On ajoute le groupe technologie, caméra de recul et autres équipements du genre, 850 La conception intérieure, vous avez vu les tissus, les matériaux, un autre 350 On a des options, 1 300 pour... en fait, ce n'est pas des roues de 19 pouces, c'est les roues de 20 pouces. 1 300 pour les pneus de 20 pouces. Bonne chance pour trouver des pneus et des pneus d'hiver qui vont accommoder le véhicule. On a également le toit ouvrant vitré, 1 200 et le beau bleu métallisé, 895 pour un total de 61 845 Ça coûte cher être écologique, hein? C'est pas donné. Mais on s'entend que le but de BMW, c'est pas d'offrir une voiture électrique nécessairement abordable. C'est une BMW typique avec tout ce que ça vient avec, donc on paye pour. Exact. Si vous magasinez pour une Nissan Leaf ou une Focus électrique, c'est certain que c'est pas le même type d'acheteur que la BMW. Ça va prendre beaucoup plus de temps et de kilométrage avant de rentrer dans son argent. Exactement. Si on calcule le 2 000, 3 000 d'essence qu'on ne met pas par année, là, ça va prendre quelques années, disons. Par contre, l'avantage, vous avez un véhicule électrique qui est agréable à conduire, qui est très beau esthétiquement, dont l'intérieur est spectaculaire, ce qui est un reproche souvent fait aux véhicules électriques traditionnels avec leur design un peu plus commun, les habitacles. Alors, moi, je vais continuer mon essai. Vous pourrez le lire au complet sur le site du Guide de l'auto. Toi, Marc-André, est-ce que tu as quelque chose de vert que tu vas conduire récemment? Prochainement, tu veux dire? Oui. Ben, écoute, malheureusement, en ce qui me concerne, la prochaine voiture écologique seulement, ça va être une cousine, si on veut. C'est la BMW Série 3 hybride rechargeable. Oui, exactement, on parlait de ces technologies-là. On va voir justement où BM s'en va. La Série 3, vous connaissez cette auto-là. C'est une voiture qui est la référence dans sa gamme année après année. Ça se conduit super bien, c'est le fun à conduire. Donc, je suis très curieux de voir, est-ce que le côté vert va rendre cette voiture-là plus ennuyeuse ou au contraire plus amusante? Ou... J'ai hâte de voir un peu où on s'en va avec ça. Donc. On a le temps pour quelques questions. Oui. Marc-André Allaire, est-ce qu'on a des détails sur la nouvelle Volkswagen e-Golf qui a été annoncée? Oui. En fait, ça a été officialisé justement dans le cadre du Salon de l'Auto de Montréal. Mais oui, effectivement, ça va arriver au Canada. Elle a plus d'autonomie que l'ancienne génération. Là, on va parler de 200 km environ. Et côté puissance, c'est le même moteur qu'avant, juste les batteries qui changent, donc environ 160 chevaux de puissance. La Volkswagen e-Golf, ce qui m'a toujours plu avec cette auto-là, c'est que pour l'avoir essayé, j'ai à peu près essayé toutes les voitures électriques sur la route, à part peut-être la Faraday FF91 que tu as eu la chance d'essayer à Las Vegas. J'aime beaucoup la conduite. Ça se conduit comme une Golf, en fait, donc il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus.
Mais c'est pas tant celle-là qui m'intéresse, c'est celle que Volkswagen nous promet pour 2020 avec supposément 450 km d'autonomie électrique. Là, ça commence à faire pas mal. Là, je vais pouvoir partir de chez moi, aller à Québec, dîner là-bas et revenir chez moi sans recharger, là, comme en voiture à essence. Donc, d'ici là, cette voiture-là, si vous êtes intéressé, allez l'essayer. Je pense que vous allez être assez convaincu. C'est une bonne auto électrique. Le débat est lancé, l'auto électrique est là pour rester, on Oui. va en avoir de plus en plus. C'est dans la mire de tous les constructeurs automobiles. Au fil des années, on va en essayer de plus en plus. Cette année, il va y avoir plusieurs nouveautés. Les technologies s'améliorent. Moi, j'adore la voiture électrique parce qu'on est drôlement content d'être indépendant face aux pétrolières. On peut avoir notre petite mini-station de service à la maison. Oui. Et dans le futur, on va greffer à ça des technologies de véhicules autonomes. Les véhicules vont devenir intelligents, parler avec votre maison. Donc, on s'en va tranquillement vers ça. Et puis, au Guide de l'auto, on va tout faire pour tenter de vous informer et de vous éclairer du mieux possible là-dessus. Alors, vous pouvez aller lire tous nos essais. On a même une zone véhicule électrique qui est accessible sur le menu du site du Guide de l'auto. Donc, si ça vous intéresse, vous allez retrouver tout ce qu'on publie sur les voitures électriques. Alors, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci Marc-André. Ça fait un plaisir d'avoir été là avec vous. Merci de nous avoir écoutés. Oui. Pour nous, on se revoit dans 2 semaines, un autre jeudi soir pour la prochaine chronique avec encore une fois un invité spécial. En attendant, vous pouvez poster vos commentaires, continuer à discuter. On va aller vous répondre et ajouter les liens pertinents. Et s'il vous plaît, on discute dans le respect. On ne le dira jamais assez. Tout le monde a droit à son opinion, même si elle est mauvaise. Exactement. Mais on respecte les mauvaises opinions des gens, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Bonsoir.